Dans l'histoire tourmentée de la Centrafrique, certains noms disparaissent sans sépulture, sans procès, sans aucune vérité. Mais ils continuent tout de même de hanter les couloirs du pouvoir. Aujourd'hui, les corridors d'Afrique s'ouvrent sur le destin d'un homme que l'État a préféré faire disparaître plutôt que d'affronter. Cet homme n'est nul autre que Charles Massy. Madame, Monsieur, bienvenue dans les corridors d'Afrique. Attachez vos ceintures, car nous allons entrer dans une zone de forte turbulence. Charles Massy naît le 25 juillet 1952 à Babwa, dans le nord-est de la Centrafrique, une région éloignée de Bangui, donc éloignée du pouvoir, ainsi que des décisions politiques. Dans une Centrafrique post-coloniale, tout part de la capitale et rarement de la périphérie. Grandir dans le nord du pays, ce n'est pas seulement une donnée géographique. C'est plutôt une condition politique, une promesse différée, une citoyenneté incomplète. Fort de cette expérience, Jean-Pierre Batte, historien, archiviste, paléographe et chercheur français, spécialiste de l'histoire contemporaine de l'Afrique et des réseaux de la France-Afrique, disait ce qui suit. La Centrafrique est un État centralisé, sans nation intégrée. Contrairement à beaucoup d'acteurs armés qui marqueront plus tard l'histoire du pays, Charles Massy ne choisit ni la machette ni la Kalachnikov. Il préfère l'école. Il poursuit donc des études supérieures en économie et en gestion publique. Il croit encore à une idée simple mais très dangereuse. L'État peut être rationnel. La compétence peut primer sur la force. Charles Massy appartient à cette génération d'Africains qui pensaient que le développement passait par les institutions et non pas par la violence. Dans les années 1990, Charles Massy entre au cœur de l'appareil d'État. Il fut ministre de l'Énergie, ministre des Finances, ministre de l'Équipement sous plusieurs régimes, notamment celui d'Ange Félix Patassé, 5e président de la République centrafricaine, élu en septembre 1993, marquant d'ailleurs la toute première transition démocratique réussie dans le pays après plusieurs coups d'État et régimes militaires. Massy croyait dur comme fer à l'État, à la réforme et à une Centrafrique qui ne serait pas éternellement gouvernée par les armes. Mais la Centrafrique est un pays où le pouvoir se conquiert. Le coup d'État de François Bozizé en 2003, Charles Massy se rend compte que le système politique centrafricain ne protège pas ceux qui pensent différemment, c'est-à-dire les chantres de la démocratie au milieu des autocrates. Il entre progressivement en rupture avec le pouvoir en place, non par goût de la violence, mais parce que toutes les voies institutionnelles sont verrouillées. Aucune issue pour une potentielle alternance en vue. Peu à peu, Charles Massy devient le chef politique de la CPJP, la Convention des Patriotes pour la Justice et la Paix. Mais attention, Massy n'est pas un chef de guerre de terrain. Il est plutôt un chef politique, une figure idéologique dans un environnement où la politique ne se fait qu'avec des Kalachnikov. Son discours dérange. Il parle de la justice, il parle des réformes, il parle de la fin de l'arbitraire militaire. Ce narratif progressiste suffit à faire de lui un ennemi central de l'État. Dites-nous, que vous a promis M. François Bozizé? Je pense que ce n'est pas tellement en faveur du président Bozizé, bien qu'il soit le bénéficiaire en termes électoraux, mais c'est surtout au peuple centrafricain que nous avons pensé. La question c'est quand un pays est aussi financièrement exsangue comme le nôtre, où les bailleurs de fonds, avant de nous aider, se posent à chaque fois la question, est-ce que c'est la paix cette fois-ci? Est-ce que les Centrafricains ne vont pas renouer avec ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire recourir aux armes et faire saigner le pays? Est-ce que nous avions le droit de faire autre chose, sinon de rendre service au peuple centrafricain, de lui donner une chance
de retrouver les relations normales que les pays qui sont aujourd'hui en avance, qui renouent avec le Fonds monétaire international, avec la Banque mondiale, font le développement sous-régional. Et nous avons pensé que ce choix permettait de convaincre les partenaires extérieurs que le moment est venu pour les Centrafricains d'envisager autre chose que la violence. Voilà que politiquement, vous encadrez le président Bozizé afin de donner une crédibilité à sa victoire. Si vous le dites et présentez ainsi, oui. Bon, disons que le total des voix que M. Jean-Paul Ngoupandé et moi-même nous apportons au président Bozizé lui permettait mathématiquement de franchir le seuil de 51%. Mais à mon avis, ce n'est pas tellement le chiffre qui compte dans cette action, mais c'est l'aspect, vous avez dit crédit, mais moi je disais plutôt que le fait que ça apaise la population. Ça lui apporte quand même de point de vue moral, de point de vue de soutien, de la crédibilité vis-à-vis des bailleurs de fonds extérieurs que ceux-là qui ont été à l'origine de la contestation du régime du président Patassé et qui a conduit à la chute de la manière que nous savons tous le 15 mars 2003, s'ils sont là, peut-être on peut maintenant croire à une chance de la paix. Donc le chiffre c'est une chose, mais c'est le symbole que ça représente. L'adhésion à une démarche vers un sursaut national. Mais malgré tout ça, si on vous tendait la paix de rentrer dans le gouvernement, vous n'allez pas quand même cracher dans la soupe? Bon, mais ce n'est pas une question de soupe, vous savez, ce n'est pas un gâteau à partager, parce que s'agissant du Centrafrique, je vous ai dit c'est un pays financièrement exsangue, c'est un pays paradoxal qui a des richesses, d'immenses richesses. Vous savez, nous avons le diamant, nous avons l'or, nous avons le bois, nous avons le café, nous avons le coton, des choses qui nous permettaient même de nous passer de l'aide extérieure. Donc le problème aujourd'hui, c'est de savoir quelle politique mener. Et oui, c'est la politique qui va être menée. En ce qui vous concerne, c'est que si on vous tendait la perche de rentrer dans le gouvernement, vous n'allez pas dire non. Ce sont tous ces raisonnements qui vous ont conduit à voter pour le président Patassé. Et pardon, le président Bozizé. Non, mais disons que si le président Bozizé est convaincu que le changement passe par une manière nouvelle d'aborder le développement. Mais vous accepterez sur le plateau, si vous tendez et vous demandez de venir, vous accepterez de le rejoindre? Écoutez, si on accepte de participer à la reconstruction nationale, pourquoi se mettons-on en dehors du processus, puisque le but c'est de faire que le pays redémarre et que la reconstruction nationale devienne réalité. Nombre de Centrafricains disent que les leaders politiques s'adonnent à une politique alimentaire. N'ont-ils pas raison au regard de cette alliance avec le général Bozizé, tant combattu et décrié autrefois? Bon, vous savez que nous sommes un pays, nous avons l'habitude de dénoncer en des termes durs la politique d'exclusion, la gestion solitaire du pouvoir, familiale du pouvoir. Nous sommes montés au créneau pour fustiger le fait qu'en certaines périodes, le général Bozizé ne soit entouré que de ses parents, de sa famille pour gérer le pays. Aujourd'hui, sincèrement, s'il nous tend la main, il nous dit amenez vos idées nouvelles, amenez votre méthode, vous n'êtes pas de ma famille, mettons-nous ensemble pour faire quelque chose. Et si aujourd'hui nous refusons et que demain le pays retombe encore dans le même système, quel reproche on pourrait lui faire demain? Il aura beau jeu de dire écoutez, je vous ai lancé un appel, qu'on reconstruit le pays ensemble, vous avez refusé la main tendue et vous n'avez plus rien à dire. Donc disons que donnons une chance à la paix. Si tel était son désir que nous puissions apporter notre contribution à quelque niveau que ce soit, je dis à quelque niveau que ce soit. À vous entendre parler, on a l'impression que l'avènement de M. Bozizé va tuer l'opposition centrafricaine. Non, je pense que l'opposition ne meurt jamais. Vous savez, nous sommes en politique. Il y a toujours des changements de circonstances. Vous savez, la politique, c'est comme la guerre. Elle évolue, il y a des batailles qui se gagnent, il y en a qui se perdent, mais tant que la guerre n'est pas finie, c'est une question de positionnement. Aujourd'hui, on est dans ce camp, on croit à la paix, on croit à la résurrection de la République centrafricaine. Mais il lui appartient, à mon avis, de faire en telle sorte que le pays marche. Si le résultat aboutit au sursaut national, au renouveau démocratique, à la prospérité de Centrafrique, quel grief on pourrait nous faire? Considérez-vous aujourd'hui opposant au régime du président François Bozizé? Nous avons été dans la transition démocratique, si on peut l'appeler comme on veut. Moi-même, j'étais deuxième vice-président du Conseil national de transition. Je tire une fierté d'avoir fait partie
de ceux qui ont contribué à la rédaction de textes juridiques qui ont permis de tenir ces élections dans une phase qui, en Afrique, prête toujours à contestation, mais qui s'est bien déroulée. Donc, je tire quand même cette fierté. Mais nous disons simplement que la question aujourd'hui, ce n'est pas tellement le président Bozizé qu'il faut mettre au cœur de la préoccupation, mais est-ce que ce que nous faisons va être rentable pour l'intérêt national? La question que je vous ai posée, est-ce que le FODEM se range du côté de la mouvance ou bien reprend sa place nous ferons partie de la majorité d'opposants? Nous ferons partie de la majorité parlementaire qui soutiendra le gouvernement de réconciliation nationale, dont nous avons cité l'existence dans le texte d'accord que nous avons cité le 21 avril 2005. Il y aura ce gouvernement qui doit être soutenu. Donc la logique, quand on a contribué au succès d'une démarche, c'est quand même de contribuer à leur mise en œuvre. Donc nécessairement, nous ferons partie. Ceux qui ont accepté de signer l'accord politique du 21 avril 2005, c'est de faire partie de la majorité parlementaire de soutien au gouvernement, à l'exécutif. Dans la séquence précédente, on peut constater que Charles Massy, curieusement, est là. Il parle avec assurance. Il soutient même le pouvoir en place, jusqu'à donner des voix de son parti, le FODEM, afin d'augmenter les résultats du camp Bozizé pour accompagner la majorité présidentielle. Car il croit encore à la République. Il croit encore que la parole peut suffire à convaincre au lieu de vaincre. La question qui fâche se poser à cet instant, c'est de savoir pourquoi cet homme qui semblait être intégré a-t-il choisi du jour au lendemain la rupture? Simplement parce que la main de François Bozizé était certes tendue, mais le chemin lui était totalement fermé. Pour dire vrai, le pouvoir l'a accepté sans jamais l'associer. Le pouvoir l'a toléré, mais ne l'a jamais respecté. Le pouvoir l'a invité par courtoisie à sa table, mais n'a jamais voulu l'écouter. Dans des régimes post-conflit, l'opposant intégré n'est pas un partenaire politique avec lequel on arpente les couloirs du pouvoir. C'est plutôt une sorte de vitrine qu'il faut présenter pour s'attirer les bonnes grâces de la communauté internationale. Charles Massy comprend alors une vérité brutale, mais très brutale, que la politique est verrouillée dans son pays, que les élections sont pipées d'avance et que les décisions sont prises ailleurs. Et ceux qui parlent trop finissent par être réduits au silence pour mieux les faire disparaître. À partir de cet instant, un homme politique devient tel un parieur qui fait un calcul impossible, voire impensable. Se taire et survivre, ou parler et risquer de disparaître. Charles Massy ne bascule pas par ambition dans la rébellion. Il bascule dans la rébellion par étouffement. Quand la porte de la République se ferme, hélas, la brousse devient la seule sortie, la seule tribune de fait pour s'exprimer. Lorsqu'un homme politique quitte la scène officielle pour entrer enfin dans l'ombre, chaque frontière devient un pari, mais un pari très risqué. Pour Charles Massy, ce pari s'appelait le Tchad. En 2009, Charles Massy n'est plus ministre, il n'est plus toléré, il n'est plus protégé. En Centrafrique, François Bozizé verrouille le pouvoir et ceux qui contestent ne sont plus des opposants, mais sont perçus comme des menaces. Charles Massy comprend une chose essentielle. On ne renverse pas un régime centrafricain depuis Bangui. Cela se fait ailleurs. Pour lui, le Tchad n'est pas un simple refuge. Le Tchad est plutôt une clé. Depuis des décennies, N'Djamena décide, directement ou indirectement, de ce qui gouverne à Bangui. Idriss Déby a porté Bozizé au pouvoir, il contrôle les équilibres armés, il arbitre les rébellions. Pour Charles Massy, aller donc au Tchad n'est pas fuir, c'est plutôt tenter d'entrer dans la salle où se décide le destin de son pays. Son calcul est simple,
très simple, presque rationnel. Parler à Idriss Déby, obtenir une neutralité ou au moins une tolérance. Massi croit encore à la politique, à la discussion, à l'argument. Mais dans les régimes sécuritaires, la pensée est en danger. Il faut préciser que Charles Massi n'est pas un chef de guerre docile. Il est imprévisible, il parle trop, il pense trop. À N'Djamena, la décision ne tarde pas de tomber. Froide, silencieuse, Charles Massi est arrêté. Pas de communiqué officiel, pas de procédure judiciaire transparente, pas d'avocat. Charles Massi est remis aux autorités centrafricaines. Aucune photo, aucune comparution, aucun procès, aucune visite indépendante. L'État centrafricain nie, tergiverse, se contredit. À partir de cet instant, il disparaît du champ politique, du champ médiatique et très bientôt du champ humain. Puis, une version officieuse circule. Charles Massi serait mort en détention. Mais aucun corps n'est rendu, aucune autopsie indépendante n'est faite, aucun acte de décès clair n'est donné. Pour Charles Massi, le Tchad n'a pas été son dernier refuge. Il a plutôt été son dernier couloir. Or, nous l'avions remarqué dans les corridors d'Afrique, qu'on ne mourait pas toujours par le biais des armes. Parfois, on disparaissait à travers des alliances nébuleuses. Ce que devient Charles Massi après son retour, forcé en Centrafrique, reste l'un des silences les plus lourds de l'histoire politique centrafricaine. La question n'est plus celle de savoir si Charles Massi est mort. La véritable question est celle de comprendre pourquoi l'État centrafricain n'a-t-il jamais voulu établir la vérité jusqu'à maintenant. Dans un État de droit, un opposant se doit d'être jugé, un prisonnier présenté, un mort restitué à sa famille. Ici, rien, le silence devient une simple et pure stratégie politique. Massi faisait peur parce qu'il incarnait une opposition structurée, un discours intellectuel, une alternative non tribale, un homme capable de parler à l'international. Dans un système fondé sur la force brute, cela est plus dangereux qu'une rébellion armée. Aujourd'hui encore, son dossier n'est pas rouvert. Sa mort n'est pas clarifiée. Sa famille attend toujours que justice lui soit rendue. Charles Massi est devenu le symbole d'une république incapable d'assumer ses crimes politiques. Un État qui efface ses opposants ne construit pas la paix. Il prépare plutôt ses propres fractures. Charles Massi n'est pas seulement un homme disparu, il est un miroir tendu à la Centrafrique, afin qu'elle se regarde elle-même. C'était les corridors d'Afrique, au cœur d'Afrique. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Portez-vous bien et on se dit à très bientôt pour un nouveau corridor.